beaucoup plus grande date. On le voit très bien dans les rapports entretenus entre l'Afrique et les puissances traditionnelles, mais aussi avec les nouveaux venus sur la scène internationale pour la problématique de l'appartenance de l'Afrique. L'Afrique appartient donc finalement à qui? À elle-même ou aux autres? Cette observation nous amène à mieux comprendre les exigences d'analyse des crises et des conflits contemporains en Afrique. Une compréhension qui nécessite d'articuler de manière souple et cohérente les piliers majeurs de la sécurité humaine, permettant de dépasser les deux principaux facteurs de puissance que relevait Paul Kennedy, à savoir la politique et l'économie, pour embrasser 4 piliers fondateurs. Le premier, c'est de la sécurité au sens sécuritaire, que l'on soit dans la capacité institutionnelle d'organisation des forces de sécurité. Pour mieux articuler ces différents piliers, une approche pluridisciplinaire est incontournable. L'avantage d'une approche pluridisciplinaire est qu'elle mobilise plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes variées. Une parfaite maîtrise de cette complexité impose aux chercheurs en géopolitique un parcours au-dessus de l'ordinaire. La maîtrise des spécificités de plusieurs approches disciplinaires permet de mesurer leur féconde complémentarité. Tout comme un traitement de données stratégiques variées aux échelles nationales et internationales permet de réduire les marges d'erreur dans les processus décisionnels qui permettent soit de réduire les ingérences et dominations externes, soit de consolider les acquis en termes de souveraineté nationale, ou alors d'accroître les capacités de projection de l'influence vers l'extérieur. C'est particulièrement pour cette raison que la géopolitique m'intéresse, parce qu'elle prend en compte les jeux, les intérêts et les pouvoirs des acteurs dans l'espace situé dans des contextes institutionnalisés par des règles, des normes techniques et sociales et des symboles porteurs de sens et de signification. Elle étudie le système mondial comme un champ d'action en termes d'intérêt, de puissance, de principes et de valeurs. Elle reconnaît la pluralité d'acteurs dans les relations internationales, en plus des États, les acteurs non étatiques, notamment les collectivités territoriales, les firmes multinationales, les organisations de solidarité internationale, les religions et particulièrement l'individu. Dans les travaux que j'ai présentés, il y a un chapitre qui a été consacré au rôle de l'individu dans les relations internationales à l'occasion de l'apparition des mémoires consacrées au professeur Jean-Emmanuel Bondy. La compréhension géopoliticienne des crises et conflits contemporains dans le monde globalement et en Afrique précisément est rigoureusement alimentée par la théorie réaliste, avec toutes ses composantes philosophiques et doctrinales. Mon parcours académique pluridisciplinaire, tel que je viens de l'évoquer, a structurellement influencé ce choix, avec comme indicateur la rationalité et le comportement des acteurs, qu'ils soient étatiques ou non, que ce soit au niveau de la société ou sur la scène internationale. Commençons par indiquer l'utilitarisme de Mancure Olson, que je découvre dans mon parcours en sociologie, spécifiquement en sociologie économique. L'utilitarisme de Mancure Olson a été développé dans son ouvrage intitulé La logique de l'action collective en 1965. Mancure Olson se concentre sur le paradoxe de l'action collective. Il soutient que les individus dans un groupe, même partageant les intérêts communs, ne s'unissent pas toujours pour les atteindre de manière efficace. Chacun cherche à bénéficier des actions collectives sans en supporter les coûts. À partir de cette approche utilitariste appliquée aux relations internationales ou à la géopolitique, on voit très bien les dysfonctionnements institutionnels, que ce soit à l'échelle des communautés économiques régionales, à l'échelle de l'Union africaine, dans les processus de construction africaine, ou encore même au niveau des États, dans le processus de formation ou de construction des États-nations, en poussant l'individu de ne plus s'affirmer comme appartenant à une identité
particulière ou locale, mais comme appartenant à une nation. Cette réflexion peut se poursuivre avec d'autres auteurs, notamment Michel Cosier et Jacques Fouguet, dans L'action et le système, toujours centré sur la rationalité de l'acteur. À mon sens, il n'y a pas de différence entre la complexité établie par les sciences humaines, spécifiquement centrées sur l'individu, et celle relevée par les sciences sociales d'une manière générale. À ce propos, Hans Morgenthau établit à juste titre une connexion entre la vie de l'individu dans la société et celle des États dans le concert des nations. En réalité, le comportement de l'État sur la scène internationale n'est autre chose que la continuation du comportement de l'individu à une échelle beaucoup plus micro. On peut donc questionner la rationalité et l'intelligence de l'État dans l'espace et dans le souci de la protection du lien social, de la promotion. De la psychologie de l'enfant à la psychanalyse, en passant par la psychologie sociale, l'anthropologie et la sociologie, la complexité de la rationalité de l'individu et les contradictions liées à son comportement dans la société s'observent de la même manière dans l'analyse géopolitique du comportement des États, dans l'espace et particulièrement sur la scène internationale. Empruntant une terminologie propre à la psychologie clinique et à la psychanalyse, Pascal Boniface, qui a dirigé ma thèse il y a plus de 10 ans, a consacré un ouvrage sur les nouvelles pathologies dans les relations internationales, ou encore la morale comme facteur de puissance dans les relations internationales. La morale n'étant pas simplement considérée ici comme processus éthique, mais comme étant un facteur utilisé pour avoir de l'espace d'influence dans les relations internationales. On voit très bien l'appropriation des notions, des terminologies psychologiques ou psychanalytiques appliquées dans les géosciences du pouvoir. On retrouve chez de nombreux autres auteurs des terminologies similaires: État schizophrène, État voyou, diplomatie contestataire, diplomatie de connivence, fabrication de l'ennemi. Mon choix de la géopolitique et de la prospective se comprend donc aisément, parce qu'elle est fondamentalement et exclusivement réaliste, pas de morale, pas de jugement de valeur. La seule motivation, c'est la domination et ou l'influence par l'articulation de tous les facteurs de puissance qui sont de plus en plus nombreux. Le spécialiste de la géopolitique a pour tâche principale de saisir les rapports de force dans leur pureté naturelle, nous dit Morgenthau. Et la prospective, parce que les conclusions d'une analyse géopolitique ne peuvent être pertinentes que si elles sont investies dans le temps long. Elles doivent aboutir sans complaisance à des futuribles réalistes. Pour le réalisme, le système international est intrinsèquement conflictuel, tout comme l'individu, à partir des approches et théories naturistes ou naturalistes. La guerre ne peut pas être éradiquée. Le droit international n'est pas comparable au droit interne, car aucune autorité n'est capable de l'imposer. Les États ne le respectent que dans ce dernier. Les États ne le respectent que quand ce dernier protège leurs intérêts. Dès qu'il entre en contradiction avec leurs intérêts stratégiques, vitaux, suprêmes, ces derniers cessent de le respecter. Le réalisme est sceptique quant à la capacité des institutions internationales à changer les données de base des relations internationales, ce qui explique parfaitement les déficits capacitaires dans la construction d'une entité supranationale africaine avec pour pouvoir exécutif et de coercition sur les États membres. Ce sont des réalités qu'on observe à l'échelle planétaire avec les capacités des Nations Unies. Et d'ailleurs, le plan d'austérité préparé pour l'Assemblée générale des Nations Unies va aboutir à l'affaiblissement structurel et politique des Nations Unies sur des questions hautement stratégiques.
les objectifs et les grands axes de mes travaux. Les travaux présentés ici ont pour principal objectif de relancer le débat et de mettre en perspective les outils de réflexion historiques et contemporains indispensables à la compréhension et à l'analyse des enjeux géopolitiques, politiques, économiques, sociaux et culturels qui structurent les crises et les conflits dans l'Afrique contemporaine, ainsi que les grandes tendances et les incertitudes qui se dessinent. Comprendre les crises et les conflits contemporains en Afrique vise précisément trois objectifs. 1. Aborder l'étude de l'Afrique dans sa complexité et sa diversité, d'où la variété des thématiques traitées qui vous sont présentées. Analyser les enjeux et les défis des processus de construction et de formation de l'État en Afrique, ainsi que les relations internationales africaines, les dynamiques des relations internationales africaines. Et enfin, étudier le positionnement stratégique de l'Afrique dans le monde et les relations avec les puissances occidentales et les acteurs émergents. L'hypothèse générale qui structure globalement ces travaux montre que les facteurs explicatifs les plus pertinents des conflits sur le continent sont tout aussi divers que complexes. Les facteurs économiques mettent en relief la faiblesse des indicateurs macroéconomiques, l'économie politique des conflits, l'économie des richesses naturelles, les capacités de financement multi- et intersectorielles. Les facteurs politiques, quant à eux, liés aux situations de transition politique, de mobilisation populaire et contestataire, mettent en perspective les problématiques liées à la gouvernance et au processus démocratique. Les facteurs militaires mettent en lumière les affrontements armés entre les acteurs étatiques, non étatiques et ou transnationaux. Les facteurs démographiques, avec des implications politiques, sécuritaires, économiques et sociales, qui débouchent très souvent sur des typologies de conflits tout aussi complexes et le déplacement géopolitique et technologique à l'échelle du monde. Et enfin, les facteurs civilisationnels et anthropologiques qui permettent de rendre compte de la réactualisation des tensions ancestrales, identitaires et religieuses, mettant en péril le lien social et la cohésion nationale du fait de l'incapacité de l'État à promouvoir, à protéger et à encourager le lien social fondateur de sa souveraineté. En conclusion, les perspectives qui se dégagent des recherches actuelles, je pourrais indiquer que les travaux de recherche mobilisés dans le mémoire qui vous a été présenté autour de plusieurs thématiques de manière générale sont représentatifs d'une quarantaine de travaux réalisés au cours des 16 dernières années d'expérience accumulées dans le monde académique et de la recherche. Les diverses thématiques abordées illustrent une volonté d'analyser toujours sous le prisme de la géopolitique les problématiques majeures du continent africain en termes de perspective, des évolutions, des grandes tendances, les scénarios envisageables et les implications potentielles. La démarche méthodologique permet de partir d'un regard prospectif pour une meilleure compréhension des enjeux et des configurations actuelles. Le comportement des acteurs étatiques ou non, collectifs ou individuels, leurs interactions, leur mobilité dans l'espace et leurs influences dans les dynamiques endogènes et exogènes sont identifiés et analysés pour offrir une compréhension holistique et globale des phénomènes qui peuvent paraître marginaux ou isolés selon qu'on a adopté une approche strictement sectorielle. Le premier axe, la première réflexion thématique, propose des fondements, des apports et des mobilisations politiques des peuples africains pour la revendication de l'autorité de l'homme noir et la consolidation du mouvement panafricaniste. Cette date particulièrement permet de comprendre les fondements géopolitiques des rapports de force qui existent entre l'Afrique, ses États et les puissances coloniales. Il parle de la domination coloniale qui a structuré le processus de construction des États africains jusqu'aux luttes qui ont permis d'aboutir à l'indépendance, en passant par la formation du mouvement panafricaniste, socle idéologique à partir duquel une conscience politique et culturelle naît pour l'indépendance. Le deuxième axe sur les défis et les enjeux de sécurité en Afrique est présenté pour mieux analyser les perspectives de développement du continent à partir des concepts de paix et de sécurité. Sous cet angle, il est difficile d'envisager l'Afrique comme puissance en devenir si sa capacité à relever les défis, si sa capacité à relever ces défis internes n'est pas établie. Les principaux enjeux de sécurité pour
depuis la décennie 2000, pose les bases d'une réflexion prospective sur l'émergence de l'Afrique au cours des années à venir. Et les opportunités se dégagent, tout comme les réserves peuvent être émises sur des tendances négatives. Le troisième axe qui complète la deuxième thématique aborde spécifiquement des questions liées au projet de construction d'une architecture africaine de paix et de sécurité collective. Les approches fonctionnelles, institutionnelles et opérationnelles sont particulièrement mises en perspective et en interaction avec les rivalités géopolitiques. Le quatrième axe traite des mouvements de contestation populaire en situation de transition politique. Contrairement au coup d'État, à l'accès au pouvoir par les armes, les mouvements de contestation populaire ont été une modalité non négligeable de changement politique au cours des dernières années en Afrique. Mais l'influence de ces mouvements diffère selon les pays et les régions. L'importance de ces derniers se mesure par les degrés d'ouverture démocratique dans chaque pays et permet d'apprécier non seulement le niveau de l'activité politique des populations, mais aussi et surtout les performances de la gouvernance et des institutions africaines. La cinquième analyse d'une manière approfondie des relations entre l'Afrique et les puissances internationales. À ce niveau, la paix et le développement de l'Afrique sont souvent abordés comme relevant de la seule responsabilité des États africains. De nombreuses études recommandent des solutions africaines aux problèmes africains. Pourtant, d'un point de vue strictement géopolitique, les puissances internationales ont structurellement influencé la création des États et des institutions en Afrique, continuent de conserver un poids réel sur les grandes orientations stratégiques du continent. La sixième thématique tient de l'épineuses question de la gestion des réfugiés en Afrique. Depuis 2011, le nombre de réfugiés et de déplacés n'a cessé d'augmenter en Afrique. En 2020, on comptait plus de 29 millions de déplacés de force sur le continent. La gestion de ces populations est aujourd'hui un défi majeur pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique. La septième porte sur les questions en rapport avec les implications géopolitiques de la croissance démographique en Afrique, avec accent particulier sur la région du Sahel. La croissance démographique en Afrique est un sujet d'actualité depuis plusieurs années. Pour certains, elle est source d'espoir pour le développement, car elle représente de nouvelles parts de marché pour l'avenir. Pour d'autres, elle accroît la pression sociale sur les États, avec pour conséquence des revendications multiples et des instabilités politiques et sociales. Mais pour que la démographie africaine constitue un atout, pour le développement, il faut que la population soit plus productrice que consommatrice. La maîtrise du chômage et du bien-être social sont les défis à relever dans ce sens. Pour terminer, en termes de perspective, les approfondissements dans le cadre de réflexion que j'ai menés seront faits sur l'ensemble des thématiques abordées avec un ancrage beaucoup plus africain. Les approches psychologiques et culturelles avec l'individu et les institutions au centre de la réflexion seront particulièrement privilégiées. L'idée étant d'identifier à partir des données empiriques existantes le poids et l'influence de l'individu dans la conception, la planification, le fonctionnement et le suivi et évaluation des performances des institutions africaines, mais aussi et surtout son rôle dans les relations internationales. Pour terminer, j'avoue que les travaux que j'ai faits jusqu'ici sont perfectibles. Il y a des angles qui restent à approfondir, comme je l'ai indiqué, mais la diversité de vos parcours, de vos riches expériences et des échanges que nous aurons dans le cadre de cet exercice me permettront certainement d'approfondir ces axes particuliers pour lesquels je serai particulièrement preneur. Je reste à votre disposition pour vos observations. Je vous remercie. Merci pour cet exposé dense qui globalement a tenu dans les délais. Vous avez respecté le temps tout en déployant 3 minutes additionnelles. En tout état de cause, vous n'avez pas dépassé les 30 minutes exigibles. Avant de passer la parole à votre directeur, je voudrais dire
que j'ai particulièrement aimé la fenêtre d'entrée relative à la question qui dominera le monde. Je l'ai tellement aimé qu'il y a de cela une quinzaine d'années, après avoir convié, c'était alors à l'entame de la formation par laquelle vous aviez commencé, après avoir convié notre collègue Toubidari à soi, dans une conférence publique sur la même thématique, nous n'avions pas été surpris que sa conclusion soit que c'est les États-Unis qui allaient dominer le monde. Et 3 mois après, j'ai fait venir sur le même site un ami aîné des universités Omar Bongo, que le recteur ici présent connaît très bien, le professeur Marc Okija, sur la même question. Il s'est posé la question qui dominera le monde entre l'hyperpuissance américaine et la méga-puissance planétaire. Et il a donné une réponse tout à fait opposée à celle du professeur Ligari. Je m'attendais qu'ayant posé cette question, vous alliez quand même répondre quelque part. Peut-être que votre directeur se réserve la réponse, mais pensant le monde depuis Yaoundé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Yaoundé, on veut savoir qui dominera le monde et surtout dans la prospective, la place de l'Afrique. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pony, je voudrais maintenant vous passer la parole. Peut-être que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet. Dans la perspective, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit plus d'un étudiant classique, c'est un collègue dont la réflexion doit monter en tout cas. Ceux qui sont dans la salle doivent savoir à quoi sert la prospective. Nous venons de dire entre les mots que le collègue européen, 20 ans après, semble s'être trompé. Mais on se trompe en science pour mieux se relever. Peut-être avant qu'il se relève, il faudrait que l'Afrique prenne sa place. Professeur Jean-Emmanuel, vous avez donc la parole. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, Monsieur le Directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, Mesdames, Messieurs, je voudrais dire que cet exercice est très différent de ceux auxquels nous sommes habitués. Nous n'avons pas devant nous un candidat au diplôme et au grade de docteur PhD. Et pour vous rassurer tout de suite, Monsieur le Président, je ne me substituerai pas, je peux me substituer à Monsieur le docteur Samuel Gembok. Il a suffisamment d'outils d'analyse pour apporter une réponse convaincante et complète à votre interrogation, somme toute pertinente. Ce que je ferai ce matin est un exercice un peu différent. C'est d'abord de présenter rapidement les raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être le garant des travaux du docteur Gembok. Et ces raisons sont techniquement de l'ordre de 3. D'abord, le profil du candidat. Ensuite, la nature des travaux et leur support scientifique. Et enfin, le travail déjà abattu par le candidat en ce moment-ci, où il est assis devant nous,
qui augure du futur de celui-ci en tant que personne qui dirigera les travaux si le jury en a convenance. Alors, commençons par ce profil qui est intéressant par rapport à la matière dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire la géopolitique. Comme il l'a lui-même dit à l'entame, la géopolitique est un domaine particulièrement polysémique, c'est-à-dire qui est difficile à cerner de façon irréfutable. Quand on parle déjà des sciences du pouvoir, on peut imaginer que les appréciations diffèrent de l'angle d'analyse à partir de laquelle celles-ci sont faites. La géopolitique concerne bien sûr les géosciences du pouvoir, c'est-à-dire la science politique, la géopolitique elle-même, la géostratégie, la géographie politique, la géoéconomie et l'histoire des relations internationales. Rien que ça. Donc vous comprenez que quand vous avez été au séminaire et que vous devez dire ce qui vous semble être la vérité, cette vérité n'est pas du tout évidente. Elle doit donc être conforme plutôt à votre conscience. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit quand on fait des analyses aussi risquées que dans les domaines que je viens d'énoncer. En fait, quand on regarde le travail du docteur Gembok, on s'aperçoit bien que son profil est conforme aux tâches qu'il a entreprises. Il est chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris, depuis de nombreuses décennies, depuis plus d'une décennie, jusqu'à ce jour. Il a également prêté ses services comme enseignant à l'Institut supérieur de management public et de politique de Paris. Et de même qu'il est enseignant à l'IRIC depuis 2016. Mais il a fait sociologie, géopolitique, sciences politiques, économie, etc. Donc je pense que la manière dont il aborde ces domaines et ces matières qui sont particulièrement exigeantes en termes de maîtrise de leur contenu, il est clair que sa façon de les aborder est une preuve d'une maîtrise d'un domaine. Alors, il publie depuis 2009, c'est-à-dire depuis 16 ans. Et dans quel sujet se spécialise-t-il? Les travaux qui sont présentés ici sont une présentation de 52 articles, un ouvrage intitulé « La politique européenne de sécurité et de défense en Afrique centrale ». 2 points, dynamique de construction, expérimentation et appropriation locale, publié aux éditions L'Harmattan en 2012 sur 240 pages. Ça, c'est l'ouvrage qui est présenté ici. Et j'ai donc parlé de 52 articles, chapitres d'ouvrage et notes de consultance. Cet aspect est intéressant et important. Donc, le candidat devant nous est non seulement quelqu'un qui réfléchit sur le plan scientifique, mais également sur le plan de l'opérationnalisation de la pensée scientifique dans le domaine pratique. Et c'est cela la consultance, et c'est cela être consultant. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement chez lui, entre autres, c'est l'aspect prospectiviste. Trop de fois en Afrique,
nous donnons l'impression d'être surpris par tout, Monsieur le Président, y compris en saison sèche. Rendez-vous ici à Yaoundé, à la place du rond-point de la Poste. Quand commence la pluie, vous allez vous apercevoir que 90% des gens qui marchent n'ont pas de parapluie. Donc ça veut dire que nous savons que nous sommes en période de saison des pluies, mais 90% des gens qui marchent, bien que le sachant, ne se sont pas munis d'un parapluie. C'est une observation simple, mais c'est une observation qui est interpellante. Cette attitude se retrouve malheureusement dans la science que nous exerçons souvent. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce candidat, c'est sa tendance à prospecter le futur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il faut apprendre à interroger le futur, sa place dans le futur, son importance ou sa puissance dans le futur pour un continent comme le nôtre. Et je m'en vais donner juste quelques exemples de ces thématiques. Nigeria, 2 points. Perspective démographique et enjeux géopolitiques à l'horizon 2030, c'est-à-dire 2030. Ceci est une consultation réalisée pour la Direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère français de la Défense. Nous sommes en mai 2017. Nous sommes en train de parler donc des questions à l'horizon 2030. De même, une autre approche, le multilatéralisme et la sécurité dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire en ce qui nous concerne directement. C'est un article qui a été commandé par l'Institut portugais des relations internationales à Lisbonne et en juillet 2014. Ce qui montre également la grande attractivité scientifique de notre candidat. Et il est important, Monsieur le Président, de s'appesantir effectivement sur la géopolitique de la victoire ou du triomphe, pour reprendre ces termes, de même que la géopolitique de la défaite, mais tout aussi important à mes yeux, semble être une étude plus poussée, plus serrée sur la géopolitique de la résignation. Cette géopolitique de la résignation semble être assez présente, souvent, dans la manière dont nous abordons ces sujets en Afrique. Et la question, c'est comment sortir de cette mentalité? Comment dompter la peur et la subordination pour devenir les maîtres de notre propre destinée? Ces interrogations sont cruciales, elles sont importantes et elles sont aujourd'hui incontournables. Monsieur le Président, je voudrais proposer par rapport au support de ces travaux de montrer la qualité de ceux-ci. Ces travaux ne sont pas publiés n'importe où. Dans les premières revues qui se sont présentées à l'auteur, mais plutôt dans des supports de qualité reconnus des experts comme tels. Nous pouvons prendre comme exemple la revue que vous connaissez très bien, Monsieur le Président, puisque je sais que vous êtes un auteur prolifique dans cette revue, j'ai nommé Diplomatie, qui a été créée il y a longtemps et qui essaime dans toute la France aujourd'hui et dans 40 autres pays. Sa spécialité, bien sûr, c'est tout ce qui relève du domaine des relations internationales. De même, la revue de l'IRIS, de l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, elle-même, est aussi un endroit
où le candidat a énormément publié. J'ai parlé tout à l'heure des domaines tels que la revue du ministère des Affaires étrangères de la France, mais aussi, et il faut bien le dire, il a publié au Cameroun et concernant les décideurs camerounais. Et comme exemple, nous pouvons prendre simplement un thème, donc un article, Sociologie de la production stratégique dans la diplomatie d'influence du Cameroun. Et ceci est apparu dans le magazine du ministère de la Défense du Cameroun en mai 2012. Et ceci montre bien que le candidat ne s'intéresse pas simplement au savoir savant, mais se pose la question de savoir comment opérationnaliser ce savoir pour changer la donne de manière concrète au bénéfice du Cameroun et au bénéfice de l'Afrique. L'une des choses les plus marquantes également, c'est bien sûr la nature de la conflictualité en Afrique. Nous voyons bien, quand on regarde les travaux des grands maîtres comme Paul Kennedy, qui est britannique, mais qui lui-même a opéré un glissement géopolitique, puisqu'à la fin, à la sortie de son ouvrage, qui a été un best-seller mondial, eh bien, il a émigré vers d'autres pâturages. Notamment, il est parti de Oxford University pour aller à l'université de Yale, dans le Connecticut, aux États-Unis. Les questions que se posent les penseurs profonds d'aujourd'hui, c'est toujours par rapport à l'influence, la puissance et la place que nous aurons ou que nous devons travailler pour avoir dans le monde qui est en train de se dessiner. L'Afrique ne peut pas se permettre l'économie de ce questionnement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des penseurs à la pointe de ces connaissances-là, et surtout non pas seulement de la consommation de ces connaissances, mais de la production des dites connaissances. Et c'est le cas du docteur Samuel Gembok. Monsieur le Président, pratiquement tout a déjà été dit. Je terminerai en disant que le candidat à l'habilitation de diriger de recherche en a déjà dirigé, mais au niveau des masters. 65 mémoires à son actif. Nous ne pouvons donc pas parler d'un néophyte ou de quelqu'un qui se cherche dans ce domaine, mais plutôt de quelqu'un qui est passionné par son travail, car la vérité c'est que pour réussir dans quelque domaine que ce soit, la connaissance seule et le savoir ne suffisent pas. Il faut allier à tout cela la passion de faire et la passion de bien faire. Il me semble, Monsieur le Président, que ces descriptions correspondent précisément et parfaitement au parcours, à l'enthousiasme et au niveau de connaissance approfondie du docteur Samuel Gembok. Et pour ces raisons, j'ai accepté d'être le garant de ces travaux. Je vous remercie et je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le directeur des travaux, de ce coup d'œil transversal au fond et général sur l'ensemble des travaux du candidat, mais aussi sur le candidat lui-même. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous n'attendions pas que vous posiez des questions, parce que d'un côté vous jouez dans la même équipe, de l'autre côté, il s'agit davantage pour vous d'approfondir ce que le candidat a dit pour une meilleure compréhension du jury par rapport aux objectifs de la journée. Je voudrais donc
la parole maintenant au premier rapporteur de cette matinée, le professeur Asako, qui se trouvait justement entre moi et le professeur Jean-Emmanuel Pondi. Étant en géopolitique, la configuration des affaires sur la table a un sens. Et on verra s'il y aura anarchie ou alors harmonie à la fin. Chers collègues, bienvenue à l'Université de Yaoundé 2, bienvenue à l'IRIC, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, chers frères. À l'Université de Yaoundé 2, je peux dire que je suis chez moi. Parce que, après avoir servi comme vice-recteur pendant 4 ans, il m'est arrivé aussi déjà plusieurs fois de participer à des exercices comme celui-ci. Plusieurs fois, y compris dans cette même salle. Je ne suis donc pas très surpris par l'environnement. Je ne suis pas non plus surpris par l'exercice, parce que moi-même, titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, soutenue en 2004 à l'Université Joseph Fourier de Grenoble 1. Donc je pense, bon, aussi, nous faisons de la géopolitique en géographie. Vous avez cité tantôt l'un des maîtres de ce champ heuristique, à la personne du professeur Marc-Louis Ropivia de l'Université Omar Bongo du Gabon. Mais cela ne m'empêche pas de remercier les autorités de l'Université de Yaoundé 2, et notamment le professeur Jean-Emmanuel Pondi et tous les autres collègues qui ont pensé que je pouvais apporter quelque chose à ce travail. Mais je dois préciser que l'habilitation à diriger les recherches a été instituée par la loi Savary en France de 1984 pour couronner un haut degré de connaissance dans un domaine particulier. Il ne s'agit donc pas d'un autre doctorat, puisque vous êtes déjà docteur. Et comme il ne s'agit pas d'un autre doctorat, on ne s'attend pas à ce que vous ayez les attitudes de celui qui cherche à avoir le doctorat. Je pense que la même exigence s'adresse à nous, les examinateurs de ce travail, qui ne devrions plus questionner le candidat sur sa capacité à être docteur ou pas, puisqu'il l'est déjà. Et je l'avais mentionné dans mon rapport, et de façon exceptionnelle, j'avais autorisé que ce rapport soit mis à la disposition du candidat, pour qu'il sache ce qui est attendu de lui au plan docimologique, pour qu'il ne nous reproduise pas la thèse qu'il a déjà. Parce que, monsieur le docteur Gembok, puisque vous êtes docteur, ce qui est attendu de vous et qui ne me semble pas avoir été suffisamment explicité dans votre dossier, parce qu'on parle d'un dossier d'HDR, pas de thèse, c'est de nous dire votre ipséité paradigmatique. Quelle est votre identité dans la géopolitique, dans les relations internationales, qui sont
votre couloir heuristique. Je pose cette question et j'exige que vous me donniez une ou plusieurs réponses selon les cas. Pourquoi je le dis? Parce que, chers collègues, le problème que nous avons pour assurer notre relève, c'est que nous avons des disciples qui ont du mal à naître. Soit parce que nous-mêmes les maîtres, nous les étouffons, soit parce que ce sont des bébés qui refusent de naître. Ils sont déjà à terme, mais ils sont toujours dans nos jupons. Ben, pour ceux qui en portent. Vous êtes déjà à l'âge de devenir maître, mais vous êtes toujours, je veux dire, dans le sillage, dans le cocon de vos maîtres. Or, on ne peut pas devenir maître en demeurant disciple. Moi, j'y crois. Et c'est ce que je pense. Je ne vous trouve pas assez d'audace pour postuler à la maîtrise. Et comme je n'ai pas vu ça dans votre travail, je suis obligé de vous demander de nous dire ici, dans les relations internationales, dans la géopolitique, quel est le couloir, quel est le sillon, quel est le positionnement du docteur Samuel Nguembok, futur maître Samuel Nguembok. Bon, le président a posé la question tout à l'heure et le professeur Jean-Emmanuel Pondy, dans sa sagesse que nous lui connaissons, a répondu pour vous permettre de vous exprimer vous-même. Mais comme nous sommes aussi dans une occasion d'échange, Monsieur le Président, moi je ne me pose pas de questions. Le futur du monde, c'est l'Afrique et en Afrique. Je l'ai écrit dans certains de mes livres, la rhomboscopie existentielle, la géographie transcendante, l'assacoïsme, l'homme diamant et d'autres encore. Et le prochain qui sort le 31 juillet là. L'avenir du monde, c'est en Afrique et c'est l'Afrique. Le plus dur, vous allez voir le lien que je fais, le plus dur, c'est d'en convaincre les Africains eux-mêmes. C'est ça le plus dur. De nous convaincre qu'en fait, l'avenir du monde, c'est nous, c'est ici. Parce que nous avons des disciples qui peinent à naître et des maîtres qui étouffent le génie créateur des disciples. Qu'on me pende ou qu'on me tue, c'est ce que je pense et je le dis. Moi, je vous donne donc la possibilité de naître aujourd'hui, de nous décliner votre identité scientifique. Je ne vous tue pas. Mais si vous devriez mourir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir de votre parcours, de votre pensée géopolitique? Je crois que si vous me répondez à cette question, je permettrai, enfin, en tout cas, on va discuter là-dessus. Monsieur le docteur Samuel Nguembok, nous nous apprêtons, le cas échéant, à faire de vous un maître en géopolitique. Quelle est votre identité? Si le président le permet, vous pouvez répondre. Répondez. Pour qu'il n'y ait pas erreur sur la personne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole. Une question avec deux ouvertures. La première,
qualité intellectuelle, scientifique, mon positionnement intellectuel dans le champ de la géopolitique. Je pense que j'ai indiqué qu'il y a une particularité en géopolitique, c'est qu'elle est fondamentalement et exclusivement réaliste. Et donc, dans le vaste champ de théorie des relations internationales, pour ce plan théorique, il y en a plusieurs. Celle qui m'intéresse, c'est le réalisme. J'aborde les questions, j'aborde l'analyse géopolitique, toujours dans la perspective d'étudier de façon objective, de façon méthodique, le comportement de chaque acteur, qu'il soit individuel, institutionnel, dans l'espace. Et donc, tout comme il y a en géopolitique le déterminisme géographique, une conscience géographique qui ne varie presque pas, qui est un indicateur immuable, qui permet de lire le comportement de l'individu. Et donc, dans ma façon d'aborder ce rôle, ce comportement de l'acteur sur la scène internationale, me permet d'identifier un certain nombre de facteurs explicatifs pertinents, observables, difficilement réfutables. J'ai pris quelques éléments dans les travaux qui vous ont été présentés. Il y a plusieurs facteurs de puissance, à partir desquels on voit comment un acteur devient puissant. Le premier facteur traditionnel, c'est le militaire. Pendant longtemps, celui qui détenait la puissance militaire pouvait gouverner l'espace par sa force. Le deuxième facteur qui a supplanté ou a complété le premier, c'est le facteur économique. Mais il est difficile de les hiérarchiser en termes de priorité. Si on ne les met pas tous ensemble en mouvement. L'économie, parce que si on prend les espaces structurés sur le plan communautaire, comme l'Union européenne, on ne dira plus aujourd'hui que la première puissance européenne est la France ou la Grande-Bretagne. Mais bien plus... Je suis désolé de vous couper. Vous êtes l'exemple des disciples qui refusent de naître. Tout ce que vous dites là, nous le savons. C'est ce que vos maîtres vous ont appris. Vous êtes en train de faire la récitation. Je repose ma question. Vous, docteur Samuel Ngembok, pour vous, c'est quoi la géopolitique? Je dis pour vous, pas conformément à ce que vous avez appris et que vous êtes en train de réciter. Pour vous, ce que vous faites là, vous répondez à une question doctorale. Vous n'êtes plus dans un exercice doctoral, vous êtes docteur. Vous aspirez à devenir maître. Je veux la réponse du genre, si je suis maître ce soir, voici ce que moi, docteur Ngembok, j'entends par sciences politiques. Voici ce que j'entends par relations internationales. Voici ce que j'entends par géopolitique. Et vous démontrez cela et vous appuyez votre argumentation par des arguments, par des raisons qui peuvent être vérifiables ou pas. Prenez votre courage en main. Naissez. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. le membre du jury. Si vous me demandez de définir, selon moi, ce que c'est que la géopolitique, je pense que dans les enseignements que je donne, après avoir donné toutes les définitions que les auteurs classiques ont pu donner à la géopolitique, celle que je donne... Pas qu'on peut donner je. Celle que je donne, voilà. Je voulais terminer. Celle que je donne en conclusion, généralement, c'est que pour moi, la géopolitique,
est la psychologie de l'État, est l'étude de la psychologie de l'État, entendue comme entité savante, intelligente, se comportant dans l'espace. Et dans les données empiriques que je peux modéliser, je prends les individus, je prends les États et je prends les régions du monde. Si je prends le cas particulier de l'Afrique, appliquer cette définition à l'Afrique, je dirais que la géopolitique africaine... Je dis que la géopolitique africaine est l'étude du comportement des Africains dans le monde, avec pour ambition, puisque de façon universelle, il faut toujours partir de l'universel, de ce qui est consenti pour être une discipline. Même si je suis maître, si je deviens maître, je ne me permettrai pas d'ignorer les travaux existants. Il faut déjà que je m'appuie sur les travaux existants et apporter une contribution particulière en l'appliquant à un contexte particulier. Donc, si j'applique la géopolitique à l'Afrique, pour répondre à la question initiale, parce que je vois que vous êtes revenu sur cette question qui dominera le monde, et vous avez donné votre position à vous, donc pour vous, l'avenir du monde, le futur du monde, c'est l'Afrique. Si je suis maître, je dis que, pour ma part, puisque j'adosse à la géopolitique, je ne la prends pas de façon exclusive, je l'inscris dans le temps. Donc j'adosse à la géopolitique, la prospective. Je serai donc nuancé par rapport à vous, puisque si j'intègre la prospective dans mon analyse géopolitique sur le comportement que j'observe ou que j'ai observé dans une dimension rétrospective, je vais prendre les 60 dernières années ou le siècle dernier et je vais voir quels sont les traits caractéristiques qui ont survécu aux réalités que l'Afrique a rencontrées pour mieux les définir dans le futur. Donc ce comportement, je l'observe dans l'histoire et je suis capable de nuancer en disant qu'il y a donc pour ma part que l'Afrique peut être le futur du monde. Mais cela, il faut des conditions. Et à ce niveau, je vous rejoins parce que vous-même vous avez dit le futur de l'Afrique, le futur du monde c'est l'Afrique. Mais il faut arriver à convaincre les Africains eux-mêmes. Sur cette position initiale, j'ai deux lectures. Deux lectures pour... Et chacune des lectures a des implications. Est-ce que vous pouvez dire j'ai deux écritures et pas deux lectures? Parce que la lecture, vous lisez ce que d'autres ont écrit. Je veux que vous écriviez. J'ai deux écritures. Ou bien autant d'écritures que vous voulez. Mais pas deux lectures. J'ai donc plusieurs écritures. Ah ben voilà. J'ai plusieurs écritures sur le sujet. J'ai plusieurs écritures sur le sujet. Les articles qui sont contenus, il y a des études sur les implications de la croissance démographique dans le Sahel. Il y a une contribution dans le rapport sur l'état du monde à l'horizon 2050, où je consacre un chapitre sur l'Afrique à l'horizon 2050. Et ce sont les conclusions là, peut-être qu'il fallait peut-être que je les énumère, mais les conclusions, je sors juste rapidement les conclusions de tous ces travaux, en disant que ces conclusions sont nuancées. Il y a deux scénarios pour l'avenir du monde, pour l'avenir de l'Afrique dans le monde. Il y a deux scénarios possibles. Le premier est positif. Si on se réfère au potentiel en termes de ressources naturelles, en termes de croissance démographique, et je vais indiquer dans ces travaux ce qui est marqué, c'est-à-dire que ceux qui pensent que la croissance de la population africaine à l'horizon 2050 permettra à l'Afrique de devenir la frontière de l'économie mondiale, je dis non, attention. Si on est plus prudent, il faut être intégré de nouveaux paramètres. Le premier paramètre, c'est la qualité de cette population. Si elle est consommatrice, comment l'Afrique va être la frontière de l'économie mondiale en 2050? Le deuxième scénario qui est plus négatif, à mon sens, plus mesuré, c'est ce qui est, il faut donc, et là je suis d'accord avec vous, qu'il faut convaincre les Africains, mais pour les convaincre, à ce moment-là, il faut opérer
une transformation de ce potentiel. Parce que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est toujours évalué en termes de potentialité. Il faut donc questionner ces potentialités sans état d'âme. Il faut les questionner et arriver à la conclusion qu'il y a un processus opératoire qu'il faut mener, partir du potentiel pour la réalité et transformer cette réalité en action qui puisse bénéficier à la fois au niveau des institutions, mais aussi au niveau des États, qui sont eux-mêmes fondateurs et protecteurs du lien social. Et c'est là ma définition de l'État. Parce que l'État, pourquoi pas, n'est pas, quand il est défini sous le prisme du droit, ne reflète pas très bien la densité dans la constitution géopolitique. On a compris vos deux postures. Le reste, c'est le développement. Je crois que votre directeur voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire une chose simple, c'est que je crois que le docteur Gembok est victime d'un trait de son caractère, d'humilité. Mais je pense qu'ici, il convient de dire clairement et de dénoncer l'infrastructure intellectuelle internationale. Il faut dénoncer ça. Parce que ce n'est pas nous qui fixons les termes à partir desquels nous sommes jugés. Et ça, ce n'est pas acceptable. On se demande, on sait quelle est la politique américaine de l'Afrique. On sait quelle est la politique européenne de l'Afrique. On sait quelle est la politique chinoise ou asiatique de l'Afrique. La question maintenant, et c'est là où on vous attend, c'est de savoir quelle est la politique africaine de l'Amérique. Quelle est la politique africaine de l'Europe. Voilà. Quelle est la politique africaine de la Chine ou de l'Asie. C'est ça qu'on attend. Et je pense qu'il ne faut pas que nous avancions par périphrase. Je sais que vous avez des réponses, parce que je les ai lues dans vos articles. Je sais tout ça, pour avoir discuté des heures et des heures avec vous. Mais je crois que quand nous sommes ici, il faut donner ces réponses simplement et directement. On ne peut pas accepter que les autres disent qu'il est normal que les autres continents cherchent une plus grande influence, une plus grande puissance. Et quand nous arrivons au niveau de l'Afrique, beaucoup de gens trouvent ça anormal, à commencer par les Africains. Il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut que nous changions ce mindset, cet état de pensée, pour renverser justement l'approche africaine, pour qu'elle soit en phase et en symbiose avec nos potentialités que nous devons finalement transformer en réalité opérationnelle. Je crois que c'est ça qu'il s'agit. Ok, merci beaucoup. Bon, merci Monsieur le Président, je ne vais plus m'être long. Moi, je suis un infirmier accoucheur. Et je pense que mon résultat a été atteint. Parce que c'est ça, c'est cet énervement que vous avez là. Quand vous voulez me répondre, c'est ça que je veux. C'est ça qui peut nous sauver. Pas les gens qui récitent les théories, qui récitent l'image que les autres ont de nous. Ça nous fait les victimes de ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Les gens qui refusent de grandir. J'ai parlé des enfants qui refusent de naître. 8 mois, 9 mois, période normale de grossesse. On va à 15, 20 mois parce que l'enfant refuse de naître. Je ne peux pas vous mettre dans la catégorie de ceux qui sont étouffés par leur maître parce que je connais vos maîtres. Même en privé, je les connais. Nous causons tout à l'heure, là, avant le jury, on cause. Vous avez la chance d'avoir des maîtres accoucheurs qui vont prendre l'appui sur des infirmiers accoucheurs comme moi. Mais c'est vous qui refusez de naître parce que vous êtes dans la récitation, dans le psittacisme, dans ce qu'on a toujours entendu. Sachez donc, Monsieur le Président, je vais terminer là-dessus, que si jamais nous faisons de vous maître tout à l'heure, votre mission, c'est de naître. C'est de dire, moi, Dr Samuel Gembok, voici ce que je pense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Recteur, chers collègues. Je
crois que cette intervention a été incisive. Vous vous êtes défini comme appartenant à l'école de la magnétique. Je ne vais pas ajouter socratique, je pourrais ajouter en ajoutant votre propre nom. Mais j'ai déjà j'ai la sacoïsme. Voilà. Mais comme ce n'est pas socratique, apparemment, ça ne vaut rien. Alors, ce que je voulais dire avant de passer la parole au deuxième rapporteur, c'est ce que je retiens de vos mots et qui va amener le candidat à comprendre très exactement en des mots simples ce dont il est question. Dans la géopolitique, comme dans les autres sciences, il y a la résignation. Ce qu'on veut vous dire, ce n'est pas être un spécialiste de la géopolitique, de la résignation. Voilà, exactement. Je crois que si vous lisez nos écrits, vous allez voir que on est combattant dans nos champs, comme les autres le sont dans le champ politique. On lit, on s'approprie et on dit autre chose. Voilà. Quand on a compris. C'est ça qu'on veut. C'est la question que vous posez. Donc, comme vous aurez le temps de prendre la parole, s'il y a autre chose à ajouter, vous pourrez toujours ajouter. Maintenant, je voulais passer la parole au deuxième rapporteur, je crois que c'est Mathias, qui se trouve donc directement à ma droite. La configuration idéologique n'ayant rien à voir avec la spatialité. Dans tous les cas, de part et d'autre, ce sont deux recteurs, et pour l'équilibre, ce serait même mieux qu'un soit à gauche et l'autre à droite. Cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être à vos côtés pour la soutenance de la thèse d'habilitation du docteur Georges Samuel intitulée Géopolitique et prospective en Afrique centrale. 2 points, comment comprendre les crises et conflits contemporains. Il nous fait donc plaisir d'être à vos côtés pour une nouvelle occasion dans ce type d'exercice. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier votre aîné, le professeur émérite Jean-Emmanuel Fondi, de m'avoir fait l'honneur d'être présent parmi les membres de ce jury. C'est l'occasion pour moi aussi de vous dire merci pour tout le plaisir que j'ai d'être à nouveau à ses côtés dans ce type d'exercice. J'adresse mes salutations au professeur René Joly Assako, monsieur le lecteur, chers collègues. C'est un plaisir pour moi, comme pour les autres, d'être à nouveau à vos côtés dans ce type d'exercice, particulièrement ici à Lille. C'est également un plaisir pour moi d'être aux côtés du professeur Bolabuna dans ce type d'exercice. Cela étant dit, je vais aborder mon rapport à partir de 3 types de considérations. Première considération, ce sera la première partie, ce sont les points forts et encourageants, si on peut les appeler comme ça, du mémoire d'habilitation intitulée les recherches du docteur Samuel Georges. Deuxième articulation, donc deuxième partie, les points faibles et en quelque sorte décevants. L'évaluation, c'est une balance. Il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. Et les troisième considération, au long trait à des remarques et à des questions concernant donc le travail
que le docteur Samuel Guébok nous présente ici. Premier point donc, les points forts et encourageants de son travail. Première chose, le docteur Samuel Guébok a fait un effort de synthèse théorique et analytique en rapport avec la thématique d'inscription au sujet de son habilitation. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce que le professeur Assak en a un peu parlé, ça n'était pas initialement évident. Il a donc dû faire un effort supplémentaire pour arriver à ce niveau de synthèse analytique de ses travaux. Et on verra pourquoi il a eu quelques difficultés à faire immédiatement cette synthèse. Deuxième point fort, c'est un effort de souligner la transversalité scientifique de ces travaux. Ces travaux-là sont nombreux. On a dit que c'est une cinquantaine de travaux qui ont été annexés à son mémoire d'habilitation à diriger les recherches. Plus vous avez des travaux, plus ça peut vous poser des problèmes pour trouver un fil directeur qui unit les travaux qui peuvent être dans la réalité très variés. Troisième point fort, c'est l'effort de clarifier l'orientation de sa recherche. Une recherche intitulée Géopolitique et prospective en Afrique. C'est l'angle qu'il a choisi pour essayer d'unifier des travaux qui sont très divers. Et ça marque en quelque sorte son inscription. Voilà pourquoi le professeur Assak lui demandait quelle était son identité paradigmatique. On y reviendra tout à l'heure. Comment il clarifie l'orientation de sa recherche? C'est en précisant de manière simple le double axe de cette recherche. C'est une recherche qui travaille d'abord sur le positionnement de l'Afrique dans le monde, en quelque sorte. C'est une recherche qui travaille aussi sur une lecture à la fois passée, donc rétrospective, et une lecture, disons, future, pour ne pas dire comme quelqu'un futurologique, qui est de type prospectif. Il faut donc mettre cela à son crédit. Parce que dès qu'il y a cette double entrée, on essaie de voir quel est le sens dans lequel le docteur Guébok va essayer de convaincre l'audience qui est constituée de manière spéciale par son jury de soutenance d'HDR. Dans le prolongement, il y a un effort de dégager le positionnement de sa recherche, et ça, son directeur, son garant, comme lui-même l'a indiqué, le directeur Jean-Emmanuel Ondi, est un positionnement à la fois intellectuel et un positionnement opérationnel. Ça veut dire que la recherche du docteur Samuel Guébok ne se limite pas à des préoccupations proprement académiques, intellectuelles, mais s'élargit également en intégrant des préoccupations qui sont des préoccupations pratiques. C'est un avantage parce que ça permet de voir ce que beaucoup d'entre nous ignorent. Ils pensent, avec une certaine naïveté et beaucoup d'inculture, que l'université est coupée de la réalité. Seulement, ils ne se rendent pas compte que dans l'équilibre du monde et dans les rapports de force qui existent à travers le monde, les sociétés qui se sont dotées des capacités les plus importantes pour se positionner comme des sociétés centrales dans ce monde sont les sociétés qui ont précisément
eu à comprendre l'importance non seulement de la recherche intellectuelle en général, mais l'importance de la recherche académique et scientifique. C'est là le vrai cœur de toute puissance. Un pays qui méprise son enseignement, et particulièrement son enseignement supérieur, ne peut aller nulle part. Il n'y a pas de puissance sur cette terre qui ne soit associée à la puissance de la recherche scientifique, de la recherche académique en particulier. Et cette recherche ne reste pas dans la tour d'ivoire des amphithéâtres. Elle doit sortir. Et pour qu'elle sorte, il y a l'effort que nous-mêmes, les universitaires, devons faire. Si l'universitaire reste dans son laboratoire, beaucoup, et c'est l'un des grands problèmes que nous avons, ne sauront pas quel est l'intérêt de ce qu'il fait. Et de manière essentiellement préjudicielle, on va dire ces gens-là ne servent à rien. Or, justement, l'un de nos problèmes, c'est que toutes les capacités de connaissance qui auraient pu permettre à nos pays, parce que moi je parle toujours au niveau africain, étant panafricaniste, sont dans les universités. Mais on ne les utilise pas, on ne les connaît même pas. Après, on se plaint d'un certain nombre de problèmes, alors qu'on a au moins déjà les éléments intellectuels, des solutions qui sont dans des bibliothèques sous une poussière plus ou moins élevée. La maturité d'une collectivité, c'est de savoir détecter tous ces talents, quel que soit le domaine, mais particulièrement les talents qui sont liés à l'intelligence et à l'enseignement. Cinquième point fort, le candidat a fait un effort de diversifier les objets de recherche. Certes, le professeur Assako lui disait tout à l'heure, si le jury consent, ce qui n'est pas nécessairement donné, le candidat deviendra un maître. Bon, on demande à un maître à la fois d'avoir une connaissance fine de ces centres d'intérêt prioritaires. Mais en même temps, on demande à un maître aussi de ne pas être étiqueté, parce que ça peut nous conduire à une difficulté. Si vous êtes sur un seul type d'objet, on sait que par exemple, vous êtes un grand professeur ou un grand docteur HDR. Un HDR, c'est déjà un professeur en constitution, en politique. Après, on vous sort un peu de votre domaine d'intérêt, vous êtes complètement perdu. Ça permet donc aux naufragés de l'école, comme je les appelle, vous voyez alors, ils disent qu'ils connaissent bien. Donc, le maître a une double exigence de haute spécialisation et une exigence aussi de grande culture transversale. Et quand vous conciliez les deux, vous pouvez monter et arriver là où le professeur Assako attend les gens, c'est-à-dire au niveau donc, de la créativité. Sixième point, mais c'est en continuité, je n'y insisterai pas, c'est le candidat fait l'effort. Ça c'est automatique. Ça apparaît dans la diversité des titres de ses recherches, de montrer que ces recherches-là sont variées. Et il souligne, dès le sous-titre de son mémoire d'HDR, que l'une des préoccupations qui peut donc faire le lien entre des recherches qui sont multiples, qui peuvent porter sur les questions démographiques, qui peuvent porter sur les questions d'économie des ressources naturelles et de géoéconomie des ressources naturelles, qui peuvent porter sur les questions sécuritaires, c'est de relier tout ça à la dynamique des conflits et des crises. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé sur l'idée que l'un des ressorts qui souligne l'intérêt de la géopolitique, ce sont les conflits et les crises comme états sociaux particuliers qui permettent de comprendre comment
des collectivités ou alors des acteurs internes à une collectivité entourante, à une société, peuvent entrer en compétition, voire en confrontation, autour d'un ensemble de ressources et de valeurs. 8e point, il clarifie l'explication. Il a parlé, par exemple, de l'analyse des facteurs. L'analyse des facteurs étant une analyse à la fois de type causal, on recherche les causes et on recherche également les structures qui permettent d'expliquer les comportements, les conduites des acteurs, que ce soit des individus ou que ce soit des collectifs. Il est également, à travers les éléments descriptifs de ces différents travaux annexés dans son mémoire, clarifier la compréhension des crises. Parce que l'élément de la compréhension, et tous ceux qui ont fait les sciences humaines et sociales à un certain niveau, est évidemment important dans les sciences humaines et sociales. Ce que l'un des grands spécialistes de l'épistémologie de ces sciences, Max Weber, appelait la compréhension, en montrant que cette compréhension pouvait être particulièrement complexe. 9e point, il clarifie, il met beaucoup d'attention sur la question de la puissance. Et c'est là où je vais le piéger tout à l'heure. 10e point, il clarifie non seulement en 9e point l'analyse des facteurs et des vecteurs de la puissance, mais aussi l'analyse des acteurs et des opérateurs de la puissance. Mais, et dans la logique scientifique, il y a toujours mais. C'est l'extra scientifique qui n'aime pas le mais et qui n'est pas habitué à la contradiction que véhicule le mais. Vous ne pouvez pas rentrer dans une attitude scientifique si vous n'avez pas le mais, si vous n'avez pas la contradiction. La contradiction est un élément fondamental du regard à la fois intellectuel, ce qu'on appelle en termes compliqués gnoséologie ou épistémologie, et du si ce mémoire d'HDR a les qualités que j'ai soulignées, il présente aussi des faiblesses. La première faiblesse, c'est que l'effort du candidat est polysémique. Elle est tellement polysémique qu'à l'intérieur, ça déclenche des conflits. Pourquoi elle est polysémique? Parce qu'elle est le croisement de plusieurs expériences et dynamiques intellectuelles. La géopolitique est, par exemple, une réincarnation de quelque chose qui a longtemps existé dans la philosophie et qu'on ne fait plus beaucoup directement en philosophie qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelait la philosophie de l'histoire. Quand on parle, par exemple, c'est la seule fois parlé tout à l'heure, qui va dominer le monde de demain, c'est une question typique de la philosophie de l'histoire. Et l'un des spécialistes les plus emblématiques est un spécialiste qui n'a pas fait beaucoup de cadeaux à l'Afrique. C'est Hegel, dont les jugements sur l'Afrique ont été essentiellement péjoratifs et négatifs. Deuxième tendance de la géopolitique, et c'est celle-là qui est particulièrement le géopolitique des cultes, c'est-à-dire la superficialité. Et c'est celle que les puristes de la géographie n'aiment pas. Ils appellent ça le journalisme. En fait, c'est une espèce de journalisme politico-géographique. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas au fond de l'analyse du lien entre l'espace et le pouvoir, à travers donc la construction et la compétition sur les espaces qui sont au cœur des rivalités de pouvoir, comme dit Yves Lacoste. C'est là où se construit, par exemple, ce qu'on appelle le territoire. Le territoire, c'est un espace politiquement construit. Donc, le candidat, parfois, justement, il en reste aux géopolitiques des cultes
que les puristes qualifient souvent de journalisme. Troisième problème qui est lié à la géopolitique, c'est la rencontre de deux orientations scientifiques qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui ne sont pas non plus immédiatement cohérentes. Il y a la géographie et il y a la science politique. Et ces rencontres-là peuvent produire d'ailleurs des choses différentes. Ça peut produire la géographie politique des géographes. Par exemple, Robert Cox, qui est un spécialiste de géographie politique et de géopolitique, qui part de la géographie, mais qui arrive à la science politique. Ça peut aussi produire la géographie politique des politologues, qui n'a pas nécessairement toujours les mêmes orientations. Parce que dans cette géographie politique, leur regard de politologue porte sur des points que le géographe ne met pas toujours en avant. Ça peut produire la géopolitique des géographes. Et là, on le voit particulièrement au plan doctrinal. On reviendra sur une figure comme Robiviac tout à l'heure. Deuxième point faible, et résultant du premier, c'est que précisément parce que le candidat est très tenté par une lecture, disons rapide, polémiquons un peu, de l'actualité stratégique et géopolitique, il ignore par exemple les fondamentaux géographiques et géopolitiques. Moi je sais que c'est ce que le professeur Assad Koglé lui dit. Mais il a été un peu gentil, peut-être parce qu'il est de bonne humeur ce matin. Troisième point, c'est l'empirisme. Et l'empirisme en science, apparemment, c'est une qualité, mais ça peut aussi être un problème. Oui, il n'y a pas de science sans empirisme, c'est-à-dire sans expérience du concret, sans expérience de la pratique, sans rapport à des faits. Mais attention, et c'est l'une des observations de l'épistémologie critique, les faits ne sont pas donnés de manière naturelle, de manière immédiate, surtout quand on est dans une logique scientifique. C'est pour ça que dans l'épistémologie, vous avez beaucoup de considérations. On voit par exemple chez Émile Durkheim sur les prénotions, sur des choses de ce type. Et parfois, le candidat cède à ça. Ce qui entraîne une quatrième faiblesse, que j'appelle le factualisme préréflexif. Oui, les faits, mais pas les faits n'importe comment, les faits ordonnés. Les faits ordonnés par la pensée au niveau épistémologique et les faits ordonnés par la méthodologie, c'est-à-dire la démarche qui assure la qualité technique des données qu'un chercheur présente et travaille par l'explication et la compréhension. Cinquième faiblesse, une attention moyenne pour la géopolitique conceptuelle et matricielle. Est-ce vrai ou pas, docteur Samuel Guémboc? Et veillez bien à apporter une réponse qui ne va pas vous créer de problèmes. Est-ce vrai ou pas que vous avez une attention moyenne pour la géopolitique conceptuelle et matricielle? Faites attention à votre réponse. Vous pouvez répondre. Si le président permet, évidemment. Répondez si vous avez la convenance. Si vous n'êtes pas prêt, vous dites que vous allez répondre à la fin. Parce que c'est les règles du jeu de début. Même à la fin, il ne va pas fuir. Merci, monsieur le président. Je vais passer la parole. À la question de savoir est-ce vrai que je minore la géopolitique conceptuelle et matricielle. Cela dépend. C'est vrai que si on s'en tient aux travaux présentés, cela paraît visible. Je pense que il y a des éléments d'approfondissement à
adopté dans le cadre de la géopolitique conceptuelle, mais le penchant méthodique, la démarche méthodique de l'analyse géopolitique influence aussi très structurellement la démarche qui est la mienne d'aller presque à l'essentiel. C'est parce que... Attention, parce que là vous êtes en train de baisser la garde, et quand un hypergroupe va vous prendre tout à l'heure, là vous avez déjà ouvert la garde quand vous dites. Donc je préfère que vous arrêtiez à ça. 6e point, un effort, et le professeur Assatou, c'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure, freiné par une faible créativité critique. Pour inventer, l'invention ne sort pas de votre tête, mais pour inventer, première chose, il faut avoir un rapport humble à ce qui existe. Vous avez déjà le rapport humble, votre directeur l'a dit, mais il ne faut pas rester à ce rapport humble. Il faut connaître l'acquis, la connaissance existante à travers une revue exigeante de la littérature qui vous permet de savoir quel est l'état des connaissances dans une perspective théorique et l'état des affaires dans une perspective pratique. Mais, si vous restez seulement là à vénérer les idoles, vous tombez donc dans ce que le professeur Assatou vous a reproché tout à l'heure. Ce qui entraîne le reproche suivant, la posture routinière de la continuité paradigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous refusez, comme il le dit dans son langage, de sortir du ventre. C'est comme un bébé qui veut rester dans le confort de l'ambiance de sa mère. Il ne veut pas sortir parce que là-bas, c'est trop sucré. C'est le paradis, le ventre de sa mère. Voilà pourquoi quand le bébé sort, il pleure. Alors, mais comment on me fait sortir du paradis comme ça? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas dedans? Et là, ça permet d'attaquer notre question qui vous a été posée. Il trouve donc le sentiment de défaite, ce que vous avez appelé, à juste titre, la géopolitique de la résignation des Africains. J'explicite pour l'audience. Sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, vous avez souvent des posts qui vous montrent un bébé qui arrive au monde. Il croit qu'il arrive aux États-Unis. Quand il sort, il se rend compte qu'il est au Sénégal ou au Cameroun. Et il se dit, ouais, je suis vraiment petit. Bon, je veux bien qu'il y ait un sens de l'autodérision. Il ne faut pas non plus exagérer. Ces choses-là sont révélatrices d'un certain psychisme. Voilà. Un psychisme malade. Parce que nos sociétés sont profondément malades. Contrairement à ce que nous pouvons penser, nous ne sommes pas des gens normaux. Après, ça vous infante quoi? Vous devez m'excuser, ça vous infante le Jansan, ça vous infante tout le reste et tout le reste. En quoi avoir la peau noire et laide? Quel que soit le degré de teint qu'on a, c'est une peau comme une autre. Et c'est même la peau, je dirais même c'est la peau de la nature, parce que c'est comme ça. Si l'homme n'était pas né avec une peau mélaninée, il n'aurait pas survécu là où il est né, c'est-à-dire en Afrique. Si nos ancêtres avaient commencé avec le Jansan à l'époque, on n'existerait pas, parce qu'ils n'auraient pas pu supporter le soleil. Donc, le problème de cette continuité paradigmatique à régime eurocentrique, c'est ça la maladie de l'Afrique. Je ne dis pas, et c'est un peu ma nuance avec mes amis de l'afrocentricité, qui ne font que rester dans une pensée qui est centrée sur l'Afrique. Mais je dis en même temps que même si l'Afrique explore d'autres types de pensées, elle ne peut pas même pas d'abord explorer ses propres pensées et se situer comme centre. Si dans votre esprit, vous n'êtes pas centré sur vous-même, vous pouvez centrer le monde autour de vous. Ce n'est pas possible. Même dans les universités qui sont censées
société invente donc les moyens intellectuels et scientifiques de la puissance, on trouve ces attitudes de défaitisme. Et nous y reviendrons tout à l'heure, parce que je vous attends au bout. Un effort, là nous sommes dans la continuité, qui est lié à la faible inventivité dans l'analyse stratégique. On ne peut pas avoir l'inventivité forte si vous restez à ce que vos maîtres vous ont dit et à ce que les maîtres de vos maîtres vous ont dit, puisque c'est en fait les maîtres de vos maîtres qui parlent à travers la plupart des maîtres qui ne font que dire ce que leurs maîtres leur ont dit. Voilà. Moi, j'ai rien contre ce que mon maître a dit. Mais le problème que j'avais avec mes maîtres français, c'était ça. Ils disaient, l'enfant, si il est un peu bizarre, on lui apprend des choses, et ce qu'on lui apprend, il intègre, mais il a toujours tendance à aller penser autre chose. Et en fait, c'est ça qui donne l'ouverture qui peut vous permettre, avec le travail, avec l'humilité du travail, d'aller donc vers l'inventivité et surtout une personnalité paradigmatique forte. Dernier élément dans ce registre avant l'élection, c'est la faible attention aux perspectives géopoliticiennes proprement africaines, quel que soit leur régime. C'est-à-dire qu'elles soient produites à partir de pensées qui nous proviennent d'autres parties du monde, et particulièrement de l'Occident, qui exercent un impérium sur la connaissance qu'il faut détruire. Mais nous en sommes victimes de manière permanente. D'abord, sur des éléments simples. Dans nos institutions universitaires, et mes deux collègues, Jean-Emmanuel Gondira, quand vous êtes vice-recteur de la recherche, l'un des problèmes que vous avez, c'est les publications internes aux universités et aux établissements. Le VRL, comme on l'appelle dans le langage administratif, lutte toujours avec les établissements pour leur dire que publier, ayez des organes internes de publication. Sauf que dans notre esprit, la publication ne vaut que si c'est revue américaine de quelque chose, ou revue française de quelque chose. Et le Camerounais préfère donc aller publier là-bas parce qu'on dit facteur de ceci, facteur de cela. D'accord. Sauf que quand il le fait, il ne crée pas sur place des institutions de valorisation de sa production et il ne fait pas le travail donc de les projeter à l'international. On crée des revues ici, même s'il faut les faire entrer dans la compétition internationale en termes de posture épistémologique et de posture méthodologique. Et ça crée des paradoxes. Vous avez ici, dans ce que nous appelons nous-mêmes avec des non petites revues, des articles extraordinaires qui sont largement au-dessus des articles publiés dans les soi-disant grandes revues internationales. Je n'ai rien contre les revues internationales. Je dis seulement qu'il ne faut pas que ça devienne un moyen d'étouffer l'émancipation de la recherche locale en Afrique. Et d'ailleurs, c'est pour penser qu'ils ont commencé comment? Ils ont commencé aussi en faisant des petites revues là dans un petit bureau. Après, avec les financements, le bureau devient grand sans vous voyez beaucoup de bâtiments. Donc, faire attention aux perspectives géopolitiques africaines. Il y a des Africains qui, de manière fondatrice, sans être des géopoliticiens, ont fait des travaux qui ont une résonance en géopolitique. Tout à l'heure, je pense que c'est le professeur Touda, je crois, qui évoquait la figure de Cheikh Anta Diop. Vous-même, je crois que vous l'avez évoqué. Cheikh Anta Diop, au sens qu'il n'est pas un géopoliticien, mais certains de ses travaux, comme son livre sur la constitution de l'État fédéral d'Afrique noire, ont évidemment une intelligence géopoliticienne. Théophile Obenga n'est pas au sens strict un géopoliticien, mais comme il se situe dans le sillage de Diop, il est dans ce que j'appelle la géopolitique afrocentrique. Le recteur Assako qui est ici, là, il fait de la géopolitique afrocentrique, c'est-à-dire il essaye de construire une réflexion
de théorie géographique et même de théorie géopolitique à partir d'un positionnement africain. Bon, ça ne lui vaut pas toujours que des amitiés, mais en réalité, c'est bien ce qu'il faut faire. Il faut décoloniser les savoirs que nous avons reçus de l'Occident. Et c'est le jour où nous allons finir de les décoloniser qu'il y aura les vraies indépendances. Il y a une géopolitique afro-radicale, pour reprendre les classifications, même si on peut les discuter partiellement. Achille Mbembe, qui fait son texte sur les façons d'écrire l'Afrique, c'est-à-dire de rendre compte de la perception, de la représentation que nous avons des expériences africaines. Il parle de l'afro-nativisme, c'est ça l'afro-centricité. Il parle aussi de l'afro-radicalisme. L'afro-radicalisme, c'est quoi? C'est la pensée de Nkrumah. Quand Nkrumah en appelle Africa Must Unite à l'unification africaine, il est dans ce registre géopolitique. Et même si la pensée de Nkrumah n'est pas similaire à celle de Cheikh Anta Diop, il y a des recoupements. C'est la pensée d'Osseida Fana. Malheureusement, elle est morte trop tôt du fait de son engagement dans des luttes politiques révolutionnaires, donc des luttes très risquées, mais qui avait également une perspective. Quand vous le lisez aujourd'hui, Osseida Fana, vous voyez l'intelligence, c'était dans des choses qu'il a pu dire il y a à peu près 80 ans qui sont encore pertinentes à ce jour. Il y a la géopolitique afronomique, celle de Marc-Louis Robivia, qui est vraiment comme les Camerounais, les cultes. On a les papes du pouvoir, on a les papes de ceci, on a les papes. Ça, c'est les papes de la géopolitique en Afrique. Marc-Louis Robivia, avec une théorie extrêmement anticipatrice. Les grands gouvernements, le professeur Touda vous en parlait tout à l'heure, sur la recomposition de la puissance au niveau du monde, Robivia les a prévus dès 80. Avec son langage, comme pensait un langage un peu initiatique, voire sorcier, sur la géopolitique du Gondwana, l'impérialisme tropical gondwanien, la coopération tropicale gondwanienne. En réalité, il évoquait déjà des restructurations qui ont donné les BRICS. Comme le Sud global. Mais on va vous faire croire que le Sud global, c'est une invention des intellectuels et des universitaires occidentaux. Bon, je vais un peu vous provoquer. Est-ce que vous savez que ce qu'Obama a dit là, l'Afrique a besoin d'hommes forts et de décisions fortes? C'est pas Obama qui a dit ça. Vous savez qui a dit ça? C'est moi. Sur l'équinoxe 2006 ou 2007. Exactement la même formule. Mais nous sommes ici au Cameroun, combien de personnes savent ça? Parce que je suis un gars de Gaouli. Donc, moi, je me suis. Comme c'est un Américain qui a dit, donc là, c'est intéressant. C'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est ce que je disais tantôt. Pour finir sur ce registre, il y a la géopolitique afro-tropique. Edem Kodjo, Adjouche Kokou à Kogri. C'est la géopolitique afro-tropique qui continue un peu ce que Nkrumah a dit, mais dans un registre moins radical. Parce qu'eux ne sont pas des idéologues et des penseurs révolutionnaires, néo-marxistes, mais ils sont toujours préoccupés. Il faut également, c'est un impératif, s'appuyer sur cette théorisation. Il y a un autre type de théorisation, moins marqué par les questions d'identité, mais qui pose le problème de l'appropriation. Et c'est ce que le professeur Touda disait, pour ne pas vous dire que c'est ce que lui fait, parce qu'il faisait le faux modeste. C'est-à-dire appropriation africaine d'une pensée étrangère. On s'approprie la pensée qui vient d'ailleurs et on essaie de la mettre au profit d'un regard qui est préoccupé par les problèmes des Africains. C'est sa manière de pratiquer le réalisme. Il ne fait pas son réalisme comme un Américain. Il fait son réalisme comme un Africain qui allait faire ses études en France et aux États-Unis,
qui a vu que c'était une théorie qui lui paraissait intéressante et qui essaie de la réutiliser, de se l'approprier. Voilà pour les faiblesses. Troisième point. Donc maintenant, ça sera donc les questions. Quelle est la valeur ajoutée analytique de votre travail? C'est un élément de la question que le professeur Assad vous a posé. Quelle est la valeur ajoutée analytique de votre travail? Qu'est-ce que vous apportez au niveau de l'analyse, soit conceptuelle en termes de concept, soit intellectuelle en termes d'articulation des concepts dans une théorie? Vous pouvez répondre. Merci beaucoup de me passer la parole et merci davantage pour les observations qui ont été faites. Avant de revenir sur votre question sur la valeur ajoutée, j'aimerais peut-être dire un mot sur le développement que vous avez fait sur la géopolitique afrocentrique ou tropique. Répondez aux questions comme nous Répondez d'abord à cette question. En ce qui concerne la valeur ajoutée sur les travaux que j'ai présentés, je pense que j'essaie toujours sous l'angle de la géopolitique, vous allez me le reprocher. Bon, en clair. Est-ce qu'il y a, permettez, il faut donc parce que bon, là, est-ce qu'il y a une géopolitique? Il y a l'asakoïsme. Est-ce qu'on peut avoir une géopolitique évoquée? Je ne peux pas pour l'instant m'inscrire dans cette perspective pour une raison simple. Et pourquoi donc ferait de vous un si vous ne pouvez pas vous inscrire dans cette? Je pense que la philosophie des sciences, qui est incarnée scientifiquement dans la technologie, impose aux chercheurs d'avoir une attitude. Vous faites la politique. Comment on dit aux articles? Vous faites la politique. L'humilité, c'est une chose. On a déjà des éléments objectifs de votre humilité. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner dans le registre de l'originalité de la pensée. Sinon, vous n'allez pas finir d'être un étudiant. On ne finit jamais d'être étudiant d'ailleurs. Le plus vieux professeur est toujours un étudiant. Mais on veut vous donner un autre statut. Bon, si vous voulez rester étudiant, même quand vous êtes déjà docteur, on peut se lever, on parle. Si je dois aller dans votre sens, vous avez parlé tout à l'heure du triomphe de la philosophie de l'histoire. Oui. Moi, ce que j'apporte, ce ne serait peut-être pas la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire me permet de mieux comprendre les dynamiques antérieures. Mais moi, je travaillerais beaucoup plus sur la philosophie de l'action, la philosophie de l'existant, qui me permet de projeter. Ok, on a compris. D'accord. Bon. Vous avez un ancrage culturel, n'est-ce pas? Dites-moi votre philosophie de l'action à l'ambassade. Je n'ai pas suffisamment de compétences, ambassade, pour traduire tout cela. Mais je peux apporter quelques éléments factuels. C'est-à-dire que vous ne devez même pas continuer. je suis moi-même le produit. C'est le problème de tous nous tous, tous les universitaires africains. Bon, vous faites des chaînes conceptuelles et autres très compliquées dans la langue des autres. Mais vous ne travaillez pas ces chaînes dans vos propres langues. La langue, c'est un système vivant d'expérience. Donc, pour que la langue enregistre ces expériences, il faut que les gens travaillent la langue pour mettre cette expérience-là dans la langue. Mais si vous faites, qui va le faire? C'est votre cousin qui cueille le vin de Pâques au village. C'est celui qui cueille le baobab qui va faire ça. Nous sommes particulièrement d'accord, professeur, sur cette orientation intellectuelle, mais vous-même vous avez donné une réponse à ces développements. Vous avez dit que vous êtes réaliste, n'est-ce pas? D'accord. Donnez-moi une idée à ça qui peut traduire le réalisme.
pense que le réalisme... Sinon, vous ne pouvez pas expliquer votre théorie du réalisme à votre cousin qui ne parle pas français. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de... Enfin, que je parle du réalisme ou de la philosophie de l'action. Si je peux traduire cela dans la réalité locale, c'est... En français, je parle de la recherche de la vérité. Ambassade. Il est pour la terre. Je pense que pour traduire... C'est ça, le problème, c'est que vous êtes obligé de passer par une multiplicité de phrases ou de périphrases, alors qu'il faut réduire pour avoir un concept, c'est-à-dire quelque chose qui unifie et peut se dire rapidement. C'est vous qui devez faire ça. C'est vous qui devez créer ça. Si je prends la... Qu'est-ce qu'il y a dans le réalisme? Il y a un seul mot qui peut cela permettre de comprendre. Comment on dit puissance ambassade? Oui. Oui, vous êtes sûr, policier à la force. Par assimilation, oui, mais policier à la force, pas la puissance. Bien, on avance. Valeur ajoutée empirique de ce mémoire avec les annexes qu'il a. Qu'est-ce que vous apportez au niveau factuel, très rapidement? Au niveau factuel, il y a dans la valeur ajoutée que